Se penche sur un drame, un événement resté longtemps dans l'ombre, le massacre de Tiaroy. Ça se passe le 1er décembre 1944 au Sénégal. Des soldats ouest-africains, des vétérans pour la France, sont abattus par les forces coloniales. C'est assez terrible. Notre discussion s'appuie sur des travaux comme Tiaroy 1944, Mémoire et justice, des récits, des documents déclassifiés aussi. L'idée, c'est de comprendre ce qui s'est vraiment passé, les zones d'ombre qui persistent et puis cette lutte pour la mémoire. Alors, on y va, on décortique ça. D'abord, peut-être, qui étaient ces fameux tirailleurs sénégalais? C'est un terme un peu générique, non? Oui, tout à fait. Ils ne venaient pas que du Sénégal, mais de toute l'Afrique occidentale française, l'AOF, et leur rôle a été crucial pour la France. Première guerre, Seconde Guerre mondiale. 1600, peut-être jusqu'à 2000 de ces soldats qui sont rapatriés à Tiaroyer. Ils reviennent de loin, de captivité souvent, et ils attendent légitimement ce qu'on leur a promis. Leurs soldes, les arrières, les primes de démobilisation. Ce qui semble normal après des années de service. Oui, mais sur place, c'est la douche froide. Ils découvrent une discrimination salariale flagrante par rapport aux soldats blancs et une administration qui, disons, traîne des pieds. On leur refuse l'alignement des soldes. C'est pas juste une question d'argent, c'est vécu comme un mépris profond. Surtout après tout ce qu'ils ont vécu. Et pour couronner le tout, une circulaire française du 16 novembre arrive juste avant eux et stipule, en gros, qu'on ne leur paiera pas ces sommes en Afrique. C'est vraiment l'insulte qui s'ajoute à l'injustice. On imagine l'ambiance. Comment ça a pu basculer à ce point? L'étincelle, c'était quoi? Alors le 25 novembre, ça commence à chauffer. Un groupe refuse d'embarquer pour une autre affectation tant qu'ils ne sont pas payés. Le 28, le général Dagnan vient au camp. Et là, l'échange est très tendu. Les tirailleurs expriment leur colère, leur sentiment d'injustice. Qui est légitime. Absolument. Mais les généraux, lui, voient ça comme de l'insubordination, un défi à son autorité. Du coup, il décide, avec le général de Bois-Boissel, de faire une démonstration de force pour mater ce qu'il voit comme une mutinerie. Une démonstration de force qui, le 1er décembre, vire au massacre. Qu'est-ce qu'on sait du déroulement? Très tôt le matin, vers 5h30, le camp est complètement encerclé. Infanterie coloniale, gendarmerie, artillerie. Et même un char M3 Stuart. Un char? Carrément. Oui. Et après plusieurs heures de tension, de ce qu'on a appelé des négociations, le feu est ouvert sur les tirailleurs assemblés. L'heure exacte varie un peu dans les rapports, 8h55, 9h20. Ce qui est déjà un peu suspect en soi. Et cette version officielle française d'une mutinerie armée, elle tient? Pas vraiment, non. D'après les documents et les témoignages qu'on a aujourd'hui, les tirailleurs étaient désarmés, en très grande majorité. On parle d'un seul couteau qui aurait été brandi puis confisqué. Pas de quoi justifier une telle riposte armée. Donc pas une mutinerie armée. Non, il y a même des indices troublants qui suggèrent que c'était prémédité, comme cet avertissement donné à un cuisinier sénégalais. « Viens pas travailler demain », ce genre de choses. Et le bilan officiel français, 35 morts. Ça aussi, c'est très controversé. Oui, c'est un point clé. Les historiens avancent des chiffres bien plus élevés. Comment ils arrivent à ça? Alors, des chercheurs comme Armel Mabon, Martin Moore, ils parlent plutôt de 300 à 400 morts. Ils se basent sur quoi? Sur les écarts dans les effectifs. Combien sont partis de France? Combien sont réellement arrivés ou enregistrés après? Sur les témoignages aussi, bien sûr. Et sur la quantité de munitions utilisées ce jour-là. Et il y a eu des découvertes récentes, non? Oui, en mai 2025, des squelettes ont été trouvés portant des traces de balles. Ça confirme la violence de l'attaque, même si on ne peut pas encore donner un chiffre définitif basé uniquement là-dessus. Et où sont les corps? C'est encore flou, ça aussi. Exactement. Cimetière militaire de Tiaroyer. D'autres lieux, des fosses communes, l'incertitude demeure. C'est ce qui a poussé Biram Senghor, dont le père était là, à porter plainte en 2024 pour recel de cadavres. Recel de cadavres. C'est fort comme terme. En gros, il accuse l'État d'avoir caché les corps pour cacher la vérité. C'est l'idée, oui. Une dissimulation qui aurait commencé très très tôt. On voit ça comment? Dès 1945, un inspecteur des colonies, un certain Mera, écrit noir sur blanc qu'il faut faciliter l'oubli. C'est assez clair comme intention. En métropole, c'est silence radio dans la presse. Et puis, il y a l'exemple du film d'Ousmane Sembène, Camp de Tiaroyer, sorti en 88. Oui, un film marquant. Très marquant, mais censuré en France pendant des années. Et même au Sénégal au début. Quant aux survivants qui avaient été emprisonnés, ils sont graciés en 1947, mais sans être réhabilités. Leurs veufs n'ont pas eu droit aux pensions. C'est la double peine, quoi. Et la reconnaissance officielle de la France dans tout ça, ça arrive quand? Très, très tard. Et au compte-gouttes.
Il faut attendre 2012 pour que François Hollande parle de répression sanglante. Et le mot massacre, ça c'est Emmanuel Macron en 2024. Récemment, en juillet 2024, il y a eu un geste symbolique. 6 victimes reconnues mortes pour la France. Symbolique, oui. Et les archives. Quelques documents ont été remis au Sénégal en 2014, mais l'accès reste très partiel. Beaucoup de cartons sont toujours classifiés secret défense. Ce qui pose question sur la volonté réelle de transparence, effectivement. Forcément. Mémoire a survécu. Ah, Thiaroye, c'est devenu un symbole très puissant de l'injustice coloniale, de la lutte pour la dignité. Il y a des commémorations, bien sûr, le 23 août ou le 1er décembre. Et puis, la culture a joué un rôle énorme. Le cinéma, sans Bénin, évidemment, mais aussi l'art, la musique. Pour transmettre cette histoire que l'école n'enseignait pas toujours. Des associations aussi militent beaucoup pour ça. Et elle demande toujours l'accès aux archives, j'imagine. Oui, c'est une demande constante. Pour connaître toute la vérité. Et au-delà du Sénégal, est-ce que ce massacre a eu un impact plus large? Oh oui, on pense que ça a été un des éléments déclencheurs, ou en tout cas un catalyseur pour la prise de conscience anticoloniale. Ça a marqué les esprits dans toute l'AOF et au-delà. Ça a sans doute nourri les mouvements qui allaient mener aux indépendances. Et puis ça reste un cas d'école sur la difficulté de la France à regarder son passé colonial en face. Et sur cette bataille pour le récit historique. Qui contrôle l'histoire en fait? Absolument. Donc si on résume un peu, Thiaroye 1944, ça ressemble de plus en plus à un massacre, sans doute prémédité. Une réponse brutale à des soldats qui demandaient juste justice, leur dû. Et derrière ça, une longue, très longue période de cultation. Une reconnaissance qui arrive tardivement, très progressivement. C'est une blessure mémorielle qui reste vive. Très vive, ouais. Et ça laisse une question ouverte peut-être pour finir. Maintenant, 80 ans après, qu'est-ce qu'une transparence totale sur Thiaroye pourrait vraiment changer? Pas seulement pour l'histoire, mais pour les relations aujourd'hui et demain entre la France et les pays africains concernés. Comment ça pourrait remodeler la compréhension mutuelle? C'est une vraie question, je crois.